Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au combat, l'émission qui parle de ceux qui luttent avec eux et seulement eux. Aujourd'hui, nous parlerons des violences policières et des violences d'État, de ces hommes et ces femmes qui connaissent déjà la violence sociale, psychologique, le racisme, la discrimination et les inégalités, pour s'être révoltés pour un contrôle d'identité à cause de leur couleur de peau ou parce qu'ils n'avaient pas de papier. Ceux qui représentent l'État leur ont imposé une violence physique injustifiée. Coups de matraque, plaquage ventral, grenades lacrymogènes, tirs de flashball et parfois même tirs à balles réelles. Certains sont morts entre les mains de la police, le plus souvent dans l'indifférence politique et médiatique générale. D'autres ont été mutilés, éborgnés, traumatisés et ont vu leur vie basculer simplement parce qu'ils ont osé manifester dans les beaux quartiers ou parce qu'ils ont eu peur et ont couru face aux forces de l'ordre ou parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la loi du plus fort et même parfois parce qu'ils se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. La police, censée les protéger, a détruit leur vie et celle de leurs proches. D'autres ont été arrêtés, emprisonnés, parfois sans preuve, et subissent la violence de l'incarcération. Ils demandent aujourd'hui que justice soit faite et disent stop aux violences policières. Cette émission est tournée le 21 mars, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Alors, comment lutter face à cette injustice suprême? Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Geneviève Bernanos. Vous êtes membre du collectif des Mères Solidaires, la mère d'Antonin et Angèle, militant politique antifasciste arrêté et condamné à de la prison dans l'affaire de la voiture de police du quai de Valmy. Merci d'être avec nous. Almami Kanouté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste et membre du comité Adama. Merci d'être avec nous. Marie-Laure Buzeli, bonsoir, vous êtes animatrice socioculturelle dans un EHPAD, vous êtes gilet jaune et vous avez été blessée à l'œil, comme on peut le voir samedi 16 mars sur les Champs-Élysées. Et puis Salim Cissé, merci d'être avec nous aussi, vous êtes membre du collectif des Sans-Papiers 75 et co-organisateur de la Marche des Solidarités. Alors, merci au public qui n'en est pas un, puisque vous pourrez intervenir à tout moment de l'émission, vous avez 2 micros à votre disposition, n'hésitez pas à prendre la parole. Qui sont les plus touchés par les violences policières? Sans surprise, ce sont les mêmes qui sont touchés par les violences sociales. Les sans-papiers, les jeunes des quartiers populaires, les militants antifascistes et désormais les gilets jaunes qui viennent souvent du monde rural ou de la banlieue. Salim Cissé, je voudrais commencer avec vous concernant les sans-papiers, ces victimes invisibles des violences policières. En tout cas, quand on parle des choses persécutées ou les plus violentés, c'est nous, quoi. C'est parce que pour nous, déjà, l'État ne nous reconnaît pas. Et comment dire, on est comme on ne vit pas dans le pays, quoi. Donc, toutes les lois où ça se prend contre nous, pas pour nous. Donc, on n'est pas, comment dire, protégé des violences policières ni des discriminations, de tout ce qui est mal dans ce pays, quoi. Donc, mais quand même, on vit avec. C'est parce que parmi nous, il y a des gens qui sont déterminés pour vivre avec les Français et parmi les Français, pour les Français même, quoi. Donc, c'est pour cela, comment dire, on lutte, on fait tout pour que nous aussi, on peut être reconnus ou régularisés comme tous les autres, pour avoir des droits. Même droit ou vivre en dignité, en égalité avec tout le monde, comme la République le représente, égalité, fraternité, choses comme ça, c'est ce qu'on cherche, on veut vivre avec tout le monde. Donc c'est pour cela, surtout quand on m'a dit de venir, c'est pour cela que je suis venu. Pour dire, peut-être on peut avoir des gens qui peuvent entendre notre voix aussi et voir ce qu'on est en train de vivre ici. C'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent, on comprend sur les plateaux télé, vous êtes invisibilisé aussi sur les plateaux télé. Voilà, c'est très rare où on ne nous voit même pas, mais entendre même sans papier, on peut dire seulement on a pris du loi contre eux. Sinon, on n'en parle jamais, quoi. C'est pour améliorer leur vie ou choses comme ça, on n'en parle pas. Donc, c'est ça notre vie. Avec peur dans le ventre, pour se déplacer ou aller au travail, c'est parce qu'on n'en cache pas. On travaille au noir, on travaille illégalement. Donc, pour aller au travail ou pour aller chercher à vivre même, quoi, donc c'est en cachant. Donc, les sans-papiers qui vivent dans la peur quotidienne, de la police. De la police. Donc, c'est ça notre vie.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, près de 3000 personnes ont été blessées, selon les travaux de David Dufresne et du collectif Désarmons-les. Emmanuel Macron nie pourtant toute violence policière. On l'écoute, c'était le 7 mars dernier lors du grand débat. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Mais non, parce que je refuse ce terme. Je refuse ce terme et je félicite nos forces de... Non, mais je suis le premier à le regretter, je l'ai déploré. Mais je constate qu'après des semaines et des semaines, moi je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Alors Zineb Redouane, c'est une femme âgée, elle a 80 ans, de nationalité algérienne, habitante du 1er arrondissement de Marseille. Je rappelle qu'elle a été touchée par un tir de grenade le samedi 1er décembre alors qu'elle fermait ses volets de son appartement du 4e étage. Elle décédera des suites de ses blessures sur la table d'opération. Des plots de grenades ont été retrouvés chez la victime. Plus précisément, 2 capsules actives de 10 grammes de gaz projetées par des grenades MP7, cite l'expertise. Almami Kanouté, pourquoi est-ce que le président et les médias ne veulent pas voir et parler du décès de Zineb Redouane ? Tout simplement parce qu'on fait face, une fois de plus, à des gens méprisants, voilà, à des décideurs, à des responsables politiques, à des personnalités politiques qui représentent une partie de la population française, pas dans sa majorité, pas dans sa diversité. Et une fois de plus, nous, citoyens, sommes obligés de nous organiser, nous concerter, de faire en sorte de créer des rapports de force avec ce qu'on a entre les mains. Et ça déplaît forcément. On va chercher à nous incriminer, on va chercher à nous discréditer. Et c'est pour ça pour nous, il est primordial d'essayer de faire l'effort, de se fédérer, de construire, de bâtir des choses qui à la fois auront une forme juridique et à la fois une forme citoyenne. Donc je n'ai pas la solution, mais on a des actions et des démarches qui ont porté ses fruits. Soyons dans la continuité, soyons dans cet élan d'alliance avec les différents mouvements sociaux. Et là, tout dernièrement, les Gilets jaunes, qui ont fait une démonstration de rapport de force qui a surpris un bon nombre de ces responsables politiques, qui continuent malgré les différentes mobilisations qui perdurent, continuent à mépriser et à nous insulter tous les jours. C'est votre cas, Marie-Laure Buzelli, puisque vous avez été blessée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que ça s'est passé ce samedi 16 mars pour vous ? Comment vous allez d'abord ? Ça va, je vous remercie. J'ai la chance de ne pas avoir perdu mon œil. C'est pas comme David qui a perdu lui son œil définitivement, malheureusement. Ça fait donc, je crois, 22 ou 23 gilets jaunes énuclés. C'est impensable. Donc voilà, je risque un décollement de la rétine sous 8-10 jours. J'attends 8-10 jours pour savoir ce que ça donnera. Donc je suis suturée de l'intérieur de l'œil. Ça a failli me déchirer le canal lacrymal jusqu'à l'arcade qui a été complètement explosée. J'ai 17 points de suture. Donc ça s'est passé samedi après-midi, le 16 mars, sur l'avenue des Champs-Élysées. On redescendait l'avenue des Champs-Élysées parce que les policiers en train de se mettre en position avec les camions pour encore nous charger. Donc nous, on est partis, on n'est pas restés. Dès qu'on les a vus se mettre en position, on est partis. Et puis on a commencé avec une petite rue qui avait, ça faisait l'angle, c'est donc l'angle de la rue Galilée. On était tous accrochés parce que donc on était un groupe des Gilets jaunes du 91. J'étais avec mon époux aussi, là, mon mari qui a 62 ans, qui est quelqu'un de très pacifiste aussi. On était accrochés, on s'accrochait pour pas se perdre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde.
Et puis à un moment donné, on était pris dans les gaz lacrymogènes, on suffoquait, on baissait la tête pour essayer de se protéger. C'était complètement suffocant, on était désorientés, on ne savait pratiquement plus où on était. C'était limite une scène de guerre et j'ai entendu une grenade tomber. Et j'ai eu très peur que quelqu'un ait un pied ou un mollet arraché ou quoi qu'est-ce. Et donc j'ai hurlé grenade, grenade. Le deuxième grenade, j'ai pas eu le temps de finir mon mot, que j'ai eu un impact à l'œil. Mon mari par la suite m'a dit, quand il m'a entendu crier grenade, il s'est retourné, il a vu donc la grenade de désencerclement sur la plaque en ferraille qui a explosé. Il m'a entendu hurler tout de suite derrière. Alors j'ai hurlé parce qu'il y avait tellement de monde, c'est la première chose qui m'est passée à l'esprit, j'ai eu peur d'être piétinée et de perdre mon groupe et de me retrouver toute seule. C'est ce qui m'a passé au début par la tête, j'ai eu vraiment très peur. Après j'ai vu tout le sang que j'avais sur les mains. Là je me suis dit aussi, j'ai perdu mon œil. Bon, j'ai cette chance-là de ne pas l'avoir perdu. Et donc les street medics sont intervenus très rapidement. Alors, merci les street medics. Je pense qu'ils nous sauvent la vie plus d'une fois, à chaque fois dans ces manifestations. Je pense qu'on crèverait dans la rue s'ils n'étaient pas là. Parce que c'est certainement pas les cordons de police qui chargent derrière qui vont s'occuper de nous. Ils nous laissent pour compte. S'ils ne chargent pas les street medics entre-temps aussi. Donc les street medics sont arrivés et le cordon de CRS était en train de charger derrière. Sur le côté plutôt, et là ce sont les gilets jaunes qui ont entouré les street medics afin qu'ils puissent s'occuper de moi et me prodiguer un minimum de premiers soins. Et donc on s'est évacué, j'entendais autour de moi hurler les street medics, il y a une blessée, on veut évacuer, on va évacuer. Ça a pris du temps, je ne sais pas combien de temps, je sais que ça a pris du temps, donc ils arrivent à passer le cordon de CRS. Ensuite, dans la rue, les médecins du SAMU sont arrivés, pas en camion, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer avec le camion. Ils disaient, on ne peut pas passer avec le camion, on ne peut pas passer avec le camion. Donc les street medics de nouveau m'ont porté, ils m'ont emmené encore plus haut dans la rue. Là, j'ai pu être examiné par les médecins du SAMU. Et ensuite, ils m'ont encore retransporté, parce que le camion, il ne pouvait toujours pas arriver. Donc j'ai été transporté à l'hôpital Cochin, où ils m'ont effectué tous les examens nécessaires concernant la perte de mon œil. Ils n'ont pas pu me recoudre tout de suite parce qu'ils avaient peur à un déchirement du canal lacrymal, donc je suis resté jusqu'au dimanche soir avec toute l'arcade tout ouvert. Et le dimanche après-midi, je suis passé au bloc opératoire, une anesthésie générale pour vérifier les lésions internes. Bon, j'aurais pu être victime et je dis encore, je relativise les choses parce que je vais retrouver normalement l'usage de ma vue et de mon œil, alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance malheureusement. Et puis j'ai pu rentrer dimanche soir chez moi, mon époux est venu me chercher. Et voilà, depuis dimanche soir, c'est très compliqué. Alors j'ai de nombreuses douleurs, le choc de l'hématome, mais psychologiquement c'est très compliqué. Le pourquoi. Ça, on va y revenir oui. Psychologiquement, puisque tout le monde ici a été de plusieurs manières touché par les violences policières, et c'est vrai que c'est un aspect dont on parle peu. Geneviève Bernanos, vous, votre fils, vos deux fils ont été incarcérés. Beaucoup de gilets jaunes sont aujourd'hui incarcérés dans des conditions extrêmement rudes, souvent sans preuve. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager au-delà de votre combat personnel dans cette cause? Mon engagement, il est venu de ce constat, de ces montages politiques et médiatiques qui se sont abattus sur mes enfants, sur ma famille, en 2016 lors de la loi travail, quand ils sont allés manifester justement contre les violences policières, et qu'à l'occasion de cette manifestation, ils ont été arrêtés, jetés en prison et leur vie et la nôtre bouleversée pour les années à venir. Mon engagement, il est venu de la nécessité de comprendre que ces modes d'action, ils avaient été finalement largement expérimentés, d'abord dans les colonies, les anciennes colonies françaises, les territoires des Dom-Tom,
qui ont peuplé ensuite les quartiers populaires. Et donc, après avoir expérimenté pendant des décennies ces violences institutionnelles, je le dis bien parce que c'est policier, mais c'est aussi la justice, c'est aussi la prison. Après les avoir testées sur ces populations, elles ont été élargies à tous les syndicalistes, à tous les militants politiques. Je rappelle, avant l'affaire de la loi travail, Rémi Fraisse, militant écologique, mort en 2014 sur le barrage de Sivens. Je rappelle, on pourrait rappeler, je ne pourrais pas faire la liste de tous les morts, mais évidemment, il y a une volonté systématiquement d'appliquer les mêmes processus. Et c'est la lecture de ces processus qui m'a fait comprendre que l'affaire de mes fils entrait dans cette même logique, dans cette communauté d'action qui est déployée par les institutions d'État contre les populations racisées des quartiers populaires, contre les militants, contre les syndicalistes. Et aujourd'hui, on le voit malheureusement de manière massive contre n'importe qui, avec la crise des Gilets jaunes et le nombre de blessés qu'il y a aujourd'hui. Comme vous le dites, ce maintien de l'ordre est utilisé dans certains quartiers. Et là, tout d'un coup, avec les Gilets jaunes, il vient dans les beaux quartiers. Donc on médiatise de plus en plus ces violences policières qui sont connues par un certain nombre d'entre nous depuis des années, dont par exemple le LBD 40, qui est apparu en manifestation, mais bien connu des habitants de banlieue. Je vous propose d'écouter les propos de Dominique Rizet. C'était sur BFM TV le samedi 16 mars. D'où les blessures extrêmement graves provoquées par les LBD, qui ne sont pas des armes adaptées au maintien de l'ordre, qui sont des armes que les BAC utilisent dans les banlieues et qui devraient rester dans les banlieues. Mais voilà, bon, c'est l'équipement dont disposent les... Alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur ces propos ? Réagir. J'irais plutôt agir. Parce que certains médias, malheureusement, donnent trop la parole à des personnes qui attisent des tensions, qui attisent des haines, qui attisent les divisions. Et entendre ce genre de propos, j'ai envie de dire, ça fout la rage. Ça fout la rage parce que, en gros, ça voudrait dire qu'il y aurait 2 catégories de citoyens, ou même 3 ou 4, et que les privilégiés devraient être soustraits ou préservés de la violence d'État. C'est ce que ça veut dire. Et on ne devrait pas laisser ce genre de propos être véhiculés. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit à la suite de ce samedi 16 mars que toutes les personnes présentes sur les Champs-Élysées étaient complices des violences, donc pouvaient, il ne l'a pas dit, mais être blessés. Je ne me sens absolument pas complice des violences du gouvernement, parce que les violences, elles viennent du gouvernement et de Macron, excusez-moi, j'arrive pas à l'appeler monsieur, donc de Macron et de Castamer. Hein, je dis Gastamer. J'ai du mal, non, je ne suis pas complice de leur violence. Parce que pour moi, les violences, elles viennent, c'est eux qui nous... Toutes ces violences de justice sociale, d'injustice sociale, etc. Voilà, je ne suis pas complice du tout. Je n'étais pas là pour être complice de leur violence à eux, absolument pas. Je suis maman de 3 enfants. Et pour revenir un peu à ce qui a été dit, moi, le 16 mars, justement, j'étais sur les champs et avant d'aller à cette journée, j'ai dit au revoir à mes enfants. Parce que je savais que ce jour-là serait très répressif, qu'il y aurait beaucoup de répression. Et quand on part comme ça en manifestation, on ne sait jamais comment on va revenir en fait. Donc moi, la violence policière, je ne l'ai pas connue le 17 novembre et tout. Pareil, je viens d'un milieu, d'un quartier populaire. Et nous, à Rungis, on travaille avec le collectif Adama. On travaille avec le collectif des sans-papiers. On a fait des actions ensemble à Rungis, le blocage de Rungis. Et je pense que la violence policière,
la violence d'État, la violence étatique, en fait, elle est là pour nous fermer notre bouche, en fait, tout simplement. C'est que on touche quelque chose, on a mis le doigt, en fait, sur quelque chose qui les blesse, c'est le capitalisme. Le Fouquet, il a brûlé. On ne saura pas par quoi, par qui, mais il a brûlé. Plein de symboles comme Hugo Boss, comme Swarovski, comme Mauboussin, toutes ces vitrines ont été cassées. 2 jours après, on retourne sur les Champs-Élysées, toutes les vitrines, le Fouquet, tout est nettoyé, tout est propre. Les vitrines sont remises. Mais quand je vois Madame Marie-Laure, quand je vois Jérôme, quand je vois d'autres personnes, quand Zineb Redouane, ces gens-là ne reviendront pas et ne retrouveront pas leur œil, ne retrouveront pas leurs mains. Les assurances, elles ne payent pas ça, elles ne payent pas le fait de retrouver son apparence d'avant. Donc une vitrine, moi je ne vais pas pleurer pour une vitrine. Donc s'il dit qu'on est complice par rapport à ça, ben oui, je suis complice. Ouais. J'étais sur les Champs-Élysées et ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, eh ben, c'est bien. C'est bien parce que c'est quelque chose qui montre qu'on a touché le point faible et que c'est comme ça qu'il faut avancer et qu'il faut continuer tous ensemble. Merci beaucoup, Toria. Je voulais rajouter, effectivement, j'étais entièrement d'accord avec Toria. Samedi, je savais que la répression policière, elle serait là, parce qu'elle l'a toujours été, que les manifs, elles aient été déclarées ou non déclarées. De toute façon, c'était tout le temps là, mais je tenais particulièrement à être là samedi, parce que, justement, on lâche rien, on voulait montrer qu'on était là, et que, malgré ça, on était toujours là, et qu'on lâcherait rien, quoi. Merci. On va passer le micro à Cyril. Bonjour Cyril, gilet jaune constituant. Je voulais dire que toutes les violences qu'on voit au jour d'aujourd'hui, en fait, mettent le doigt sur une institutionnalisation de la violence qui a d'abord commencé par une violence sociale, qui a été bien institutionnalisée ces 40 dernières années. Maintenant, le fait que les gens se révoltent contre cette violence sociale, on nous applique une violence physique. Et maintenant, elle est complètement décomplexée. On voit vraiment tous les commentaires qu'on entend sur les chaînes mainstream, qu'on appelle mainstream. Donc on voit bien qui sont complices de toutes ces violences. Et je trouve que nous, on est complices de rien du tout. Nous, on est juste là pour réclamer un meilleur avenir pour nous et pour les générations futures. J'aimerais juste poser un petit message à M. Macron, à son gouvernement et à tous les députés qui le soutiennent. C'est que ne vous y trompez pas, les Français ne se cacheront plus pour souffrir et encore moins pour mourir. Voilà. Merci. Je vais accueillir Arnold Ngenti tout de suite. Merci Arnold d'être avec nous. Tu t'es intéressé aux banlieues. On dit beaucoup que les banlieues ne sont pas gilets jaunes, ce qui n'est assurément pas vrai. Arnold, tu t'es rendu à Asnières-sur-Seine à la rencontre des jeunes de banlieue. Je rappelle que 174 affaires ont été saisies par l'IGPN depuis le mouvement des gilets jaunes. Des violences policières beaucoup plus médiatisées, mais qu'il y en a eu d'autres beaucoup moins. Tout à fait. Alors oui, et plus particulièrement autour du lanceur de balles de défense, le LBD 40, qui fait l'objet de vives critiques de la part des manifestants et des associations. Toute cette mobilisation, toute cette médiatisation, toute cette prise de conscience sur les violences policières, alors que les habitants des quartiers populaires les dénoncent ce problème depuis des années. Comment est-ce que les jeunes des quartiers en fait voient cette médiatisation sur les gilets jaunes? Comment ils acceptent en fait eux depuis des années alertent le gouvernement mais en vain. Adama Traoré, Théo Louaka, Gaye Camara, Zied Ebouna, ce sont des noms en fait qui résonnent entre les tours lorsqu'on aborde le sujet de la police. Et donc en fait on a décidé de se rendre au quartier des Fraissinet à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, où on a pu rencontrer Kevin et Joe, deux jeunes du quartier qui nous donnent leur opinion sur les gilets jaunes. On les écoute. Les citoyens français découvrent les violences policières parce que bon, c'est un peu plus médiatisé. Parce que voilà, là c'est les Champs-Élysées, il y en a sur les Champs-Élysées. Mais pour nous, les jeunes de banlieue, c'est pas choquant, ça nous choque pas parce que voilà, pour nous ça existe depuis longtemps. Ça s'est toujours passé, il y a toujours eu des policiers il y a toujours eu des bavures dans nos cités à nous. Et hier soir, il y a eu un contrôle qui a dégénéré dans la cité des Fraissinet, à Asnières-sur-Seine en 92. Voilà. Ça a dégénéré à cause de quoi? À cause d'une fouille dans les parties intimes. Ils se sont mis à plusieurs sur lui à le tabasser et ils ont fini par lui casser le bras. Il s'est fait embarquer, il est parti en garde à vue,
Il n'avait pas de drogue stupéfiant sur lui, il n'avait rien. C'est l'État, on ne peut rien y faire. Quand il y avait les émeutes pour Zied et Bouna, pour Théo, pour ceci, on voyait les gens qui disaient ouais mais c'est des jeunes de quartier, c'est des voyous, c'est ceci, c'est cela. Mais là maintenant ils comprennent ce qu'on ressent nous. Voilà, Ils le vivent, là ils commencent à le vivre un peu là. Voilà. En allant manifester sur les champs, en se mangeant des coups de matraque gratuitement. Là. Et c'est là ils comprennent. Donc c'est pour ça que nous aussi on ne soutient pas trop le mouvement. Parce qu'en vrai nous quand on faisait nos émeutes, tout ça, eux ils n'étaient pas avec nous. Donc là pourquoi, je sais pas pourquoi là ils vont manifester sur les champs, nous on va aller avec eux. Pourquoi? Pourquoi on ira avec eux? Parce que ça nous concerne aussi. Nos parents aussi ils touchent des salaires misérables. Ça nous concerne mais on n'aura pas les mêmes conséquences. Ouais, mais il faut soutenir parce que faut que les salaires ils augmentent. Faut qu'on ait un meilleur train de vie. Faut qu'on a l'argent c'est vital. Tu payes ton loyer, tu nourris tes enfants, t'as plus rien. On n'est pas là pour subir tous les jours, payer des impôts, des taxes. C'est quoi? On est des ratés, voilà. Eux c'est les ratés, ils n'ont pas le droit de profiter, ils doivent enrichir les caisses de l'État et voilà. Et tous ceux qui sont ministres au pouvoir, les footballeurs, tous ceux qui ont réussi, qui sont artistes, ils vivent bien et nous, on souffre. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. On doit tous manger pareil. On doit tous vivre. On doit tous être bien. On doit tous être épanouis dans nos vies. Voilà. On ne doit pas subir. Les gilets jaunes, ce sont tous les Français, les citoyens français qui sont énervés parce que voilà, ils touchent un salaire misérable tous les mois et ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est pas des voyous, c'est pas que c'est des voyous, c'est qu'ils en ont marre, on les comprend, mais bon. Après, nous, des émeutes, on en a fait, on a vu que ça payait pas. Ils vont pas aller bien loin avec leur émeute. Hein. Comme vous voyez, là, ça fait combien? 18 samedis là, qui sont là-bas. Il n'y a rien du tout qui change. C'est une manière de se faire entendre. De notre ressenti. Voilà, parce que voilà, si on casse pas, si on secoue pas, bah personne te regarde, personne t'écoute. Voilà, t'es invisible. Et donc voilà, c'est une manière de se faire entendre. Même si ça se fait pas, c'est une manière de se faire entendre. Pour moi, la banlieue n'est pas gilet jaune. Elle est gilet jaune dans le cœur, mais elle le fait pas. T'as vu? Parce que voilà, parce qu'on sait très bien, comme il a dit mon collègue, ça va retomber sur nous et voilà, c'est pas pareil. Parce que bon, là, c'est une autre classe sociale qui manifeste. C'est des Français de peau blanche qui manifestent. Et si demain un Français de peau noire manifeste, et qui se fait choper, ça va pas être pareil. Pour lui, les conséquences, ça va pas être pareil. Nous, on vient des quartiers, on va être directement incarcérés, et voilà. On pense à tout ça. C'est pour ça qu'on manifeste pas, qu'on soutient pas. Mais on devrait, parce que, voilà, nos parents aussi, ils touchent des salaires misérables. Et nous-mêmes, on touche des salaires misérables. Donc on devrait manifester. C'est important. Ce qu'ils font, c'est bien, franchement. Comme vous le voyez, les quartiers populaires sont gilets jaunes dans le cœur. Cette violence, ils la connaissent depuis au moins 2 générations. La colère des gilets jaunes, ils la comprennent, mais ne prendront pas tous part à ce mouvement, car eux ne sont pas entendus en fait depuis des années. Un jeune de cité a plus de chances de se faire contrôler lors d'une manifestation sur Paris, et les conséquences seront peut-être plus importantes en cas d'interpellation. Alors je voyais Ali du collectif de Rungis qui voulait réagir à ce qu'on vient d'entendre. Bonjour. Je fais partie d'un quartier populaire, donc je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. J'ai contrôlé plusieurs fois lors de plusieurs manifestations. Lors de l'acte 7, je me suis fait contrôler avec un masque. J'ai fini au poste. Ils m'ont fait attendre 2 heures parce que j'avais un masque. J'avais des bouteilles d'eau, mais j'avais un masque. Ils m'ont fait attendre 2 heures pour me reconvoquer 2 jours plus tard pour me dire qu'ils allaient détruire mon masque que j'avais acheté. On est des gilets jaunes, on n'a pas d'argent. On a des revendications, on veut la justice sociale, la justice fiscale. Et notre pouvoir d'achat, on veut notre argent. Voilà. Après, c'est facile de dire les banlieues, tatati tatata. Les banlieues, elles sont gilets jaunes depuis toujours. C'est juste que les médias n'ont pas accès aux banlieues. Pourquoi? Parce que les médias mentent sur tout ce qui se passe en banlieue. Les médias mentent sur tout ce qui se passe en banlieue. Sachant que le LBD ou les CRS ou tout ce que vous voulez, on les voit dans les quartiers depuis tout petit. Mais les médias ne montrent pas ce qui se passe dans les quartiers. J'invite les médias à venir dans les quartiers tous les jours pour savoir ce qui se passe dans les quartiers. La solidarité qu'il y a chez les Gilets jaunes, elle est dans les quartiers. La solidarité que vous voyez
tous les samedis entre tous les Français, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, on s'en fiche, il n'y a pas de religion, tout le monde est gilet jaune. Dans les quartiers, c'est la même chose. Et ça, depuis le début. On n'a pas attendu que ça soit des gilets jaunes dans la rue le samedi qui crient. On n'a pas attendu qu'Adama Traoré soit mort par des gendarmes. On n'a pas attendu tout ça parce qu'il y a tellement de morts qu'on n'est même pas au courant de ce qui se passe en fait en France. Il y a tellement de morts, je pense tous les jours il y a des morts dans les quartiers, on n'est même pas au courant. Voilà, j'avais juste ça à vous dire. Tous les jours, il y a des morts dans les quartiers aussi, des sans-papiers. On en a retrouvé frappés, mais on n'a aucune information parce que justement, le fait qu'ils n'aient pas d'identité, ils n'ont même pas accès à la justice, en fait. C'est là même quoi. On se bat pour se régulariser, sinon, comment dire, on est ni vu ni connu. On est exposé de violences à n'importe quel moment qui ne se voit pas et qui ne se pas. Je vous donne un exemple seulement que lors de mon arrestation à Lille, et pour m'amener à l'ambassade de mon pays, j'étais dans la main de deux policiers qui parlaient de... Ils viennent de sortir de leur académie. Ils parlaient de leurs droits et des choses quand ils devaient tirer ou pas tirer sur quelqu'un, quoi. Ils parlent ça, j'écoutais. On quittait des lits pour revenir à Paris. Entre-temps, on vient quelque part, ils me laissent, on s'arrête. Mais c'était leur pause, quoi. On s'arrête, on rentre dans un magasin ou supermarché, ils me laissent, ils me détachent de mes notes. Ça ne se fait pas. Même s'ils font leur pause, ils devaient me maintenir attaché. Mais ils me détachent. Mais pourquoi? Pour seulement, je tente de me fuir pour me tirer dessus. C'est tout. C'est ce que j'ai calculé. Donc, j'ai resté calme pour ne pas arriver là où c'est de faire irréparable. Parce qu'ils l'ont déjà parlé de leurs droits et de leur devoir quand et comment tirer sur quelqu'un ou de ne pas tirer sur quelqu'un. Donc, moi, la première chose qui m'a frappé, de donner des droits à eux de tirer sur les gens quand ils veulent. Tout récemment, les lois qui sont passées, c'est inimaginable qu'un État qui parle de quoi et quoi dit de donner des droits comme ça aux policiers comme ça. En tout cas, c'est très grave, quoi. D'ailleurs, on parle du LBD, mais dans les banlieues, dans certains quartiers, on tire à balles réelles. Voilà. Et on en entend, vous dites, beaucoup moins parler. En tout cas, on a entendu beaucoup parler de Mantes-la-Jolie. Au mois de décembre dernier, Arnold, tu y étais au lendemain de l'interpellation massive qui a eu lieu dans l'humiliation et la violence. Avant d'en parler, je vous propose de revoir cette vidéo qui a choqué l'opinion publique. Voilà une classe qui se tient sage. Alors, je voudrais remercier Yessa du collectif des Jeunes Mantois qui est avec nous, Yasser, Imen et leur mère Rachida et Malika d'être présents sur ce plateau. Vous pouvez prendre le micro qui est derrière vous. Imen, oui. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Écoutez, je sortais du lycée. Enfin, j'attendais en fait des copines. Et on devait... en fait, on voulait juste voir au début comment ça se passait. Parce qu'on avait déjà commencé à manifester les jours d'avant. Mais bon, ça a jamais fonctionné. Du coup, j'attendais mes copines, etc. Et finalement, on reste. Sauf que quand je voulais rentrer, on était encerclés. En fait, on ne nous laissait pas rentrer. Du coup, je leur ai demandé par où je peux passer pour rentrer à la maison. Ils m'ont dit, déjà d'un ton assez sec, ils m'ont dit de faire demi-tour, de passer par derrière. Sauf que derrière aussi, il y avait un barrage, en fait. Du coup, il n'y avait qu'un seul accès. C'était où la plupart de mes camarades se sont fait attraper. On est tous passés par là, sauf que
dès qu'on a voulu tous rentrer, ils nous ont bombardés. En fait, ils nous ont lâché des gaz lacrymogènes. Du coup, en fait, on s'est tous regroupés au même endroit. Moi, je me suis pas regroupée avec eux. Excusez-moi. Je prends ton temps. Du coup, en fait, on était encerclés. C'est tout simple. On a été encerclés. Ceux qui sont rentrés dans le jardin que vous avez vu ou à l'Agora, justement, eux, ils ont subi ce que vous avez pu voir. Moi, excusez-moi de le dire, hein, mais j'étais dans le groupe où déjà il n'y avait que des filles, assez pures en fait. C'était on va dire des blanches, excusez-moi, mais des blanches. Et un seul garçon, et qui était, je sais pas comment on dit Renoir, c'est ça? Dis comme tu veux. Hein. C'est ça. Et en fait, nous, les filles, on était un peu en panique. Parce que quand la police elle nous a attrapés, on pensait que ça y est, genre ça allait être fini pour nous, etc. Le Renoir qui était là, qui était en train de nous dire non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous n'avez rien fait, etc. On essaie d'être zen, etc. Du coup, la police, elle nous met sur le côté, elle nous laisse les mains, elle nous demande d'avoir les mains en l'air. Ensuite, elle est venue, elle nous a récupérés, elle nous a fait rentrer où il y avait, vous avez vu, où il y avait les gens. Sauf qu'en fait, ils nous ont pas demandé d'aller nous asseoir avec eux. On était vraiment à l'entrée. Ils nous ont dit de regarder. Du coup, je vois qu'il y a mes camarades, mes amis, etc. Ça m'a choquée. Ils nous ont demandé de regarder et pour au final nous laisser partir, sauf le garçon. Ce que j'ai pas compris. Alors que c'est lui qui a essayé de nous rassurer, quoi. Yasser, est-ce que toi qui es un garçon justement qui était présent, comment tu as vécu les choses? C'est vrai que ce sont souvent les jeunes garçons qui sont les plus violentés par la police. Alors moi j'étais présent jeudi dès le matin à 8h30 devant le lycée. C'était la période des blocus, tous les lycées de France... presque tous les lycées de France faisaient blocus à ce moment-là. Et dès le matin, il y a eu une ambiance assez bizarre, dans le sens où il n'y avait aucun policier à l'horizon, malgré les petits feux de poubelle qui ont été allumés. Et il n'y avait vraiment aucun policier. Vers les environs de... Bon, après, on a manifesté, on faisait ce qu'il fallait faire, du bruit pour qu'on se fasse entendre. On a fait du bruit jusqu'aux environs de 11h30. Et à 11h30, on était tous regroupés devant le lycée Saint-Exupéry. Et du coup, ils nous ont tous encerclés. Ils ont tous chargé. Il y avait aucun moyen de s'en sortir. Donc, moi, au début, je marchais parce que, voilà, si on court, c'est là où on est tout de suite suspecté d'avoir cassé quelque chose ou autre chose. Donc moi, au début, je marchais. Et quand j'ai vu des camarades derrière moi se faire plaquer malgré le fait qu'ils marchaient, là, j'ai commencé à courir et je me suis réfugié à l'Agora. J'ai attendu une quinzaine de minutes. Après, les policiers nous ont fait sortir un par un, main sur la tête. Voilà, là, on arrive, il y a une fouille. Moi, j'avais un masque pour leur gaz lacrymogène qui lançait n'importe où, n'importe comment, et voilà. Et j'avais mes gants parce que c'était le 6 décembre et que voilà, c'est l'hiver, il fait froid. Et donc le policier voit mon masque, il me dit ça c'est considéré comme une arme, donc tu montes avec ceux qui ont des armes en haut. Donc ceux que vous avez vus sur la vidéo qui étaient agenouillés. Donc du coup je vais en haut, je me mets à genoux. Il t'a dit de te mettre à genoux? Oui, en fait. il m'a dit de me mettre à genoux, main sur la tête. Voilà, donc je fais ça, je fais ce qu'il me dit. Même si je suis vraiment contre leur manière de faire.
Mais après, je m'étais rappelé de ce que m'avait dit ma mère. Elle m'avait dit, quoi qu'il se passe, tu fais rien, tu réponds pas, tu n'agis pas, tu écoutes, c'est tout. Et donc voilà, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Je me suis mis à genoux. Celui qui était arrivé juste après moi, qui s'est mis à genoux après moi, il avait ses menottes trop serrées. Il a demandé au policier, il lui dit « Monsieur, mes menottes, elles sont serrées, est-ce que vous pouvez me les desserrer, s'il vous plaît ?» Le policier, il lui a poussé la tête contre le grillage, il lui a dit « Tais-toi ». Il lui a dit « Monsieur, pourquoi vous faites ça ?» Après, il a repoussé sa tête contre le grillage, il lui a dit « Tais-toi, je te dis ». Donc voilà, après, commissariat, voilà, des petites insultes comme ça. J'étais dans une cellule de 5 personnes en garde à vue et on était 15. Vous avez été 151 ce jour-là, ouais. entre 12 et 21 ans, avoir Ouais. été interpellé. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand vous êtes sortis? On a été dispersés dans différents commissariats des Yvelines. Il y en a qui ont été à Trappes, malgré le fait que, par exemple, leurs parents n'aient pas de voiture ou n'aient pas de... pour pouvoir aller les récupérer quand ce sera le moment. Il y en a qui ont été à Houille. Il y en a... on a vraiment été dispatchés dans les Yvelines. Après, concernant... Moi, j'ai été au commissariat de Mantes-la-Jolie. Donc, au commissariat, voilà, par exemple, on s'est fait arrêter vendredi matin, vers les environs de 8h. On entend la policière qui était de garde, elle nous a dit, elle l'a pas dit à nous, mais elle l'a dit à des gens qui étaient avec elle. Elle a dit on se croirait aux Autoaries, comme quoi on était des animaux enfermés dans des cellules. Après, quand c'est l'heure de faire mes empreintes, par exemple, on a pris ma salive, ce qui est logique. Après, il a dit ça, c'est pour voir si tu as violé personne, pour faire rire ses collègues d'à côté. Et voilà, en fait, ça a été banalisé tellement ça se faisait dans les quartiers populaires. Maintenant, c'est normal pour nous, en fait, qu'ils nous insultent et tout, mais faut pas s'abaisser faut pas se rabaisser à une interpellation, faut pas lâcher et voilà, faut faire du bruit. Moi, je vais revenir sur le masque qu'il avait. C'était pas un masque à gaz, c'était vraiment le masque de chantier, le petit truc blanc presque le masque chirurgical en fait. Donc ça a été considéré comme une arme. Pourquoi il était en garde à vue pendant 26 heures. Et en fait, ils ont été ce jour-là, en fait, depuis lundi, il y avait des policiers partout, ils se faisaient gazer, les jeunes, alors qu'ils étaient là pour manifester. Et il y avait beaucoup de manifestations dans toute la France. Tous les lycéens se sont mobilisés cette semaine-là. Et donc ce jour-là, ils ont été piégés, au fait. C'était un piège. Et donc le mouvement de foule, je crois qu'il y avait au moins 200 lycéens. Ce mouvement de foule, en fait, beaucoup ont paniqué. D'ailleurs, dans ces 50 interpellations, plus de 150, pardon, ils ont tous été relâchés et ils ont eu un rappel à la loi. Et ils ont attrapé, on va dire, ceux qui étaient, entre guillemets, dangereux après. Donc, en fait, ils ont raflé tous ces jeunes, pour rien, ils avaient tous un sac à dos, on le voit sur la vidéo. Donc la police justifie qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas assez de menottes, ils n'étaient pas assez pour les neutraliser. Sauf que, ils étaient paniqués, on va dire. Ils justifient la vidéo, l'humiliation avec ces arguments-là. Sauf que dans la vidéo, on entend bien un policier assez décontracté, avec son collègue assez décontracté, pour pouvoir dire, pouvoir sortir des phrases comme ça humiliantes devant un uniforme comme ça, des gamins. Il y en a qui se sont urinés dessus. Il y en a qui pleuraient. Il y a certains gamins à qui on a déchiré les conventions de stage en lui disant t'en as pas besoin, tu vas rien faire de ta vie. Donc en fait, en tant que maman, on fait partie du collectif de défense des jeunes du Mantois. On est là en train de récupérer les pots cassés. Et c'est très difficile, parce que psychologiquement, il y a beaucoup de traumatismes. L'humiliation, les coups, les gardes à vue.
Donc, on est face à une police et à un préfet, un commissariat qui sont dans le déni total. Alors, je ne parle même pas de M. Macron et Castaner, qui dit qu'il ne faut pas parler de violence policière. Nous, la violence, on la vit tous les jours. Moi, je vis dans l'angoisse tous les jours. Vous avez donné des consignes à votre fils au cas où un jour ça lui arriverait. Oui. Il était très étonné de m'entendre dire qu'à cause d'une arrestation, il pouvait mourir. Donc je lui ai dit surtout, tu ne résistes pas. Tu te laisses faire, tu te laisses embarquer. Voilà. Parce qu'il était très étonné d'entendre ça, mais non, la police est là pour nous protéger, elle ne peut pas nous faire de mal. Et de s'entendre dire ça, c'est assez déroutant. Donc, du coup, il s'en est souvenu, il a fait ce que je lui avais demandé, mais bon. Malika, vous avez quelque chose à dire? Je suis la maman de Imen. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière lors du commencement, en fait, en amont, quand les étudiants partout en France ainsi que les collégiens même, ils se sont mêlés, quand il fallait préparer les manifestations. Ma fille, elle est encore jeune, elle n'a jamais manifesté, c'était sa première manifestation. Elle s'adresse à moi en me disant « Oui, mais maman, on a des choses à revendiquer. » Voilà, elle a même construit, on a parlé ensemble de ses revendications, elle a énuméré les choses qu'elle voulait crier haut et fort. Moi, j'étais partante. Malheureusement, je crois que je ne l'ai pas trop mise en garde, en fait. Je n'ai pas voulu la paniquer ni la freiner, en fait. Dans sa première expérience, je lui ai dit, je vais la laisser faire son expérience. Par contre, la seule chose que je lui ai dit, écoute, ma fille, tu vas t'étonner quand tu seras sur le terrain. Je pense qu'elle n'a pas compris tout de suite, effectivement. Le premier jour, lundi, ça a été. Dès mardi, elle avait des choses à revendiquer. À un moment donné, il y avait les policiers qui les ont trop rapprochés et elle voulait tout simplement dialoguer avec l'un des policiers. Et rappelle-moi ce qu'il t'avait dit exactement. En fait, franchement, on n'avait rien. On était juste devant le lycée. Hein. Et en fait, on s'est tous dit, écoutez, nous aussi, on a des choses à revendiquer, etc. On va manifester, etc. En plus, on avait eu l'accord de l'UNL. Et les policiers arrivent. Alors là, on n'a pas compris. Le proviseur adjoint qui nous dit, en fait, ils sont là juste pour nous protéger si jamais on se blesse ou quoi. On a dit, mais on a rien sur nous. Du coup, les policiers, ils sortent, mais ils ont leur casque, ils ont leur bouclier, comme si, en fait, on allait leur rentrer dedans. Et je m'avance, je vais vers eux. Déjà, je suis toute seule à aller vers eux. Et je vais demander à un policier, excusez-moi, pourquoi vous êtes armé? Et c'était une simple question. Et là, il m'envoie balader, il me dit, dégage. Je dis, mais excusez-moi, je vous pose juste une question. Il me dit, je t'ai déjà dit, dégage. Ça m'a choquée. Du coup, je retourne et en fait, je vois qu'ils avaient déjà préparé le laser pour tirer. Je ne sais pas ce qu'ils tirent avec le laser, excusez-moi, mais ils avaient déjà préparé le laser. Du coup, il y a eu des tensions. Ça commençait il commençait à avoir des tensions. Certains de mes amis voulaient y aller, en fait. J'ai dit, oui, de toute façon... en fait, il y en a qui étaient déjà en civil, qui s'étaient mêlés à la foule. Et le jour même, en fait, alors qu'il ne s'était rien passé, hein, le jour même, il y en a eu 2 qui se sont fait attraper et qui sont partis au commissariat pour rien du tout. Ils se sont fait frapper, coup de matraque. Et voilà, en fait. Du coup, pour terminer, et donc le soir même, elle revient, elle me dit, mais maman, je comprends pas, j'ai été voir un policier, donc le récit qu'elle vous l'a dit, donc elle m'explique. Je dis, mais t'as pas encore compris, sans aller dans les détails. Je dis, mais il était armé. Oui, c'est ce qui l'a étonné le plus. Donc elle continue, je dis, mais oui. Elle me dit, oui maman, ça se fait pas, on n'a rien fait, on n'était pas armés, pourtant, et le jour J. Donc malheureusement, tout a basculé. 8h30, elle part en cours normalement, disant que de toute manière, à chaque matin, en fait, elle me disait, écoute, s'il y a blocage, je suis partante, je fais blocus. Par contre, si tout le monde rentre en classe, au lycée, je rentre. Et ce matin, donc, j'ai pas eu de nouvelles du tout jusqu'à 4h30. 16h30, je ne sais pas ce que ma fille est devenue. Dès 11h15, à peu près,
voilà, les vidéos qui défilent voilà, sur les réseaux sociaux tout de suite. Je veux, autant que maman, je ne peux pas vous dire, voilà, mon ressenti. Alors on se demandait, est-ce qu'on a envoyé nos enfants sur un terrain de bataille? Est-ce qu'on les a envoyés en guerre? On n'a pas compris. Je vous avoue, on n'a pas compris. Ça restait des lycéens. Comme l'a précisé Rachida, la maman d'Yasser, ils portaient quand même leur sac à dos. Ils étaient violents? Non, je ne pense pas. J'étais paniquée paniquée plus que paniquée, parce que je ne savais pas ce qu'allait devenir l'advenir de ma fille, je ne savais pas. Et donc jusqu'à 16h30 où elle m'appelle, elle me dit oui, paniquée, donc elle me dit oui maman, c'est bon, je peux rentrer, et tout ça. Je lui dis mais t'étais où depuis tout à l'heure? Donc elle n'a pas su, elle n'avait pas les mots pour m'expliquer. Le soir, elle rentre, elle n'arrive pas à m'expliquer quoi que ce soit. J'aperçois que ma fille est dépitée, toute blanche, et c'est au goutte à goutte, sur pratiquement une semaine, où réellement, elle m'a fait le récit de ce qui s'est passé. Elle était en pleurs, elle ne dormait pas les nuits, elle ne comprenait pas. Et la seule chose qui l'a marquée, c'était, mais sans me dire quoi que ce soit, c'était, mais maman, tu sais, les images que j'ai vues, sans me donner de détails, c'est les images que je vois dans les livres d'histoire-géographie du temps des colonies. Mes amis étaient à genoux, les mains sur la tête. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Ma fille, mes enfants, tous, depuis toute petite, depuis 3 ans, on les envoie à l'école. La chose qu'ils voient, quand on arrive, on a bien ces 3 mots, ces 3 valeurs normalement. Liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, elle a découvert tout le contraire. Elle est où la liberté d'expression? On leur interdit, on les casse. La génération de maintenant, elle est cassée. Ils ont la peur au ventre. Manifester demain, je ne sais pas si ma fille elle est encore prête psychologiquement. L'égalité, elle a fait malheureusement, expérience que malheureusement, elle a eu une exception, elle a été traitée d'une exception. Je trouve même plus les mots tellement c'est fort. Et du coup, cette exception ce traitement d'exception, effectivement. Quand vous dites gilets jaunes, effectivement, parfois on s'identifie pas aux gilets jaunes dans le sens où nous avons toujours vécu ça dans nos quartiers. Nos gamins, Traoré, il est décédé. Oui, effectivement, sous les coups des policiers. Voilà, il y a toutes les choses qui se cumulent. Oui, nous avons porté déjà ces choses-là depuis longtemps. Je vais boucler sur ça. Et les traumatismes, les pots cassés, comme a expliqué Rachida, c'est le plus à déplorer. Ce qu'il faut comprendre, ça a suscité une indignation au niveau international, au niveau national. On s'est rendu compte quand même que localement, alors il y a ce collectif qui est né au lendemain des interpellations, mais il y a cette résignation. Je vais parler d'un endroit où j'ai vécu. Maintenant, je vis à côté de Mantes-la-Jolie, mais en tout cas, j'ai vécu à Mantes-la-Jolie. Mes enfants, ils sont encore scolarisés. Mon fils n'a pas été interpellé, mais il est scolarisé au lycée Rostand. Il n'était pas dans la foule ce jour-là. C'est que cette résignation, ça rejoint un peu ce que disaient les 2 jeunes dans le reportage. On le vit au quotidien. C'est presque devenu une norme. En montant le collectif avec des mamans, il y a également des parents, il y a aussi de simples habitants de Mantes-la-Jolie qui ont été touchés, mais de manière indirecte. C'est qu'on se dit que cette norme-là, il faut que ça cesse. Il faut qu'elle cesse parce que là, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu quelques blessures parce qu'il y a des mômes qui ont été touchés par des tirs de flashball. Il y a eu des mômes qui ont souffert d'avoir respiré trop longtemps des gaz lacrymogènes. Il y a eu des coups durant les gardes à vue. Mais il y a surtout le traumatisme. Comment est-ce qu'on se construit en tant qu'adulte sans faire dans la psychologie, mais voilà, ces mômes dans lesquels on place la quintessence du mal. Pour parler de Fanon. C'est-à-dire qu'on les voit, d'ailleurs, quand on entend les termes employés par le gouvernement, on parle de territoire perdu de la République, reconquête républicaine. Ces mômes, ils sont confrontés à une espèce de rhétorique comme ça qui les exclut de fait de la République, de la société et ce qu'ils vivent au quotidien. Là, ce qui a marqué, c'est le fait que ce soit
cette interpellation, elle a eu lieu de manière collective. Mais lorsque vous allez voir des habitants des quartiers populaires, à Mantes ou ailleurs, les mamans, les grands frères vont vous dire oui, mais bon, enfin voilà, il va falloir qu'ils s'y fassent. Non, il va pas falloir qu'ils s'y fassent parce que ce qui est pointé aujourd'hui avec les violences policières qui sont mises comme ça au grand jour, c'est-à-dire qu'on... J'ai pas voulu intervenir tout à l'heure, mais ce que dit Dominique Griset, cette phrase-là, il faut que les LBD restent dans les quartiers. Il faut savoir que la BAC a été mise en service à Mantes-la-Jolie. Donc les quartiers populaires sont un terrain d'expérimentation, c'est-à-dire que l'État envoie son bras armé qui est la police, enfin les différents services de police, dans les quartiers et puis ils testent les LBD, ils testent les nouveaux flashballs sur la population. C'est-à-dire qu'une simple arrestation, un contrôle au faciès, évidemment, peut finir par un tir parce qu'il y a un pseudo-outrage ou autre. Donc, si je devais aujourd'hui faire le parallèle avec les Gilets jaunes, je dirais une chose, c'est qu'on se sent solidaire sur l'aspect social des revendications. Ensuite, sur les violences raciales, les violences policières, sur les violences raciales, c'est différent. Sur les violences policières, on se sent pleinement solidaire. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie de la population en France pour qui le simple fait d'être, voilà, le simple fait d'être représente déjà un danger pour la personne qui est, la personne qui marche dans la rue, la personne qui se rend sur son lieu de travail. Et puis ensuite, les Gilets jaunes, voilà, ils sont dans l'action. Donc c'est leur action à qui on répond par la violence policière. Donc je comprends lorsque j'entends ces deux jeunes ou lorsqu'on en croise, parce qu'il y a des Gilets jaunes aussi à Mantes-la-Jolie, je comprends cette frilosité. Et puis à un moment donné, je me dis que malheureusement, c'est aujourd'hui ou pas. Mais il va falloir que ce soit aujourd'hui. En tout cas, moi, je fais partie de ces utopistes pragmatiques qui pensent qu'à un moment donné, on peut parler de réelle convergence lorsque les uns et les autres prennent conscience que ce qui nous rassemble finalement, c'est l'ennemi. Là, clairement, l'ennemi, c'est le gouvernement, Macron et sa bande, enfin, et sa clique, Castaner, etc. Et lorsqu'on a pris conscience de ça, c'est comment est-ce qu'on balaie les clivages, c'est par ce genre de rencontres, mais des convergences inverses. Moi, je suis de celles qui attendent cette convergence inverse. C'est-à-dire qu'on vous attend dans les quartiers. De rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, ça me touche énormément ce que vous êtes en train de dire, parce que effectivement, pour quelqu'un avec qui les médias nationaux vous l'avez dit tous, autant que vous êtes, je pense que dans les banlieues, c'est pas médiatisé, donc on ne sait pas ce qui se passe dans les banlieues. Moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert par les réseaux sociaux, parce que je n'étais pas branchée non plus réseaux sociaux. Mais j'ai pleuré devant cette vidéo, la première fois que je l'ai vue. J'en ai pleuré. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché dans ma tête, parce que je me suis dit, les émeutes qui se sont passées dans les banlieues, je ne les comprenais pas. Je ne les comprenais pas parce que j'étais toujours à écouter les merdias, excusez-moi, mais voilà, moi je croyais encore les merdias et je ne croyais pas forcément ce qu'ils me disaient parce que je viens quand même de grande banlieue qui est Étampes, c'est une grande banlieue, le 91, le sud Essonne. On n'a jamais eu non plus... il y a eu des émeutes à Étampes aussi, mais je les comprenais parfaitement. Mais là, il y a eu un déclic qui s'est fait en me disant, mais on ne nous a jamais parlé de ça. Donc, de réagir face aux violences policières dans les banlieues, faut-il encore être au courant ? Et c'était compliqué, ça a été compliqué pour moi, moi personnellement, hein, là vraiment je parle à titre personnel, où je me suis dit mais j'aurais dû faire quelque chose à ce moment-là, quand il y a eu les grandes émeutes qu'on a entendu parler il y a quelques années, je dis c'est à ce moment-là j'aurais dû peut-être ouvrir plus les yeux et savoir le pourquoi du comment, mais j'étais encore endoctrinée, parce que pour moi, ça a été de l'endoctrinement depuis que je suis toute petite par ces merdias. J'ai pas d'autre terme, je suis désolée. Et je le regrette profondément. Et je ne suis pas la seule aussi, on en parle beaucoup entre nous, où on se dit, mais on aurait dû réagir, mais on ne savait pas.
On ne savait pas, c'est pas qu'on voulait, on fermait les yeux ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, voilà, pour ma part, je ne savais pas. Et moi, j'ai eu un téléphone portable où j'ai pu me connecter aux réseaux sociaux à partir du mois d'août de cette année, parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter un avant. J'ai eu un petit héritage de mon père. Mon père, il est mort, c'est grâce à ça que j'ai un téléphone et que je peux communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu cette vidéo, mais alors quand je l'ai vue, je ne savais pas que c'était Mantes-la-Jolie, je ne savais pas que c'était les banlieues. J'ai vu cette vidéo, rien que de voir les gamins à genoux par terre comme ça ou contre les murs. Je pleurais, on était avec mon mari, on regardait ça, je lui montrais, on pleurait parce qu'on a vu aussi d'autres lycéens sans que ce soit dans les banlieues non plus, qui se sont fait gazer, qui se sont fait charger. Et là, après, j'ai vu, et là, j'ai fait la relation, Mantes-la-Jolie, je me suis dit, mais c'est quoi les gens de banlieue? Parce qu'on n'a pas vu ça ailleurs dans les autres grandes villes, où ils les ont mis à genoux, ils les ont mis humiliés comme ils les ont humiliés. On n'a pas vu ça, et je dis, ça y est, ben voilà, ça y est, ils sont en train de s'en prendre aux gamins de banlieue, et ils en profitent parce que c'est les gamins des banlieues qui, comme vous disiez, tout un chacun, ils sont habitués à ça, mais c'est pas normal. Je suis encore atterrée d'entendre tout ce que vous dites, que les jeunes, ils vivent comme ça, en se disant, mais voilà, la maman qui parle à son fils et qui lui dit, si tu te fais arrêter, il ne faut surtout pas ci, surtout pas ça. Je suis choquée. Je suis choquée de savoir que les jeunes, ils vivent avec ça dans leur tête et dans leur psychologie. Ça ne devrait même pas exister, des choses comme ça. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je suis extrêmement choquée. Que fait la justice face à cette violence qui reste quasi toujours impunie? C'est notre seconde partie, le déni de justice. Dans les quartiers populaires, un nombre criant d'affaires ont eu lieu. On se rappelle de Ziad Ebouna en 2005, l'affaire Théo en 2017, la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. D'expertise en contre-expertise, la justice arrive toujours à dédouaner les deux gendarmes ayant été interpellés pour avoir fait un plaquage ventral à Adama Traoré. En octobre 2018 sort l'expertise médicale de synthèse réalisée un an plus tôt. Les médecins estiment qu'Adama Traoré est mort des conséquences de l'effort physique dû à sa fuite. Mais en ce mois de mars 2019, la contre-expertise demandée par la famille et rédigée par 4 professeurs de médecine interne issus des grands hôpitaux parisiens écarte cette théorie. Ils pointent, je cite, des notions médicales improprement et faussement utilisées et je cite encore des conclusions biaisées sur le plan intellectuel, voire de l'éthique médicale. Mamie Kaouté, est-ce que vous pouvez réagir face à cette affaire Traoré? Vous faites partie du comité pour Adama, d'expertise en contre-expertise, d'année en année, pour simplement que justice soit faite. Alors, pour revenir rapidement sur les faits, effectivement, Adama Traoré, paix à son âme, nous a quitté le jour de son anniversaire, 19 juillet 2016. Et depuis le début, ses amis, sa famille, les habitants du quartier disent la vérité. Puisqu'ils connaissaient Adama. Adama était en très bonne santé. C'était un grand sportif. Donc quand il y a eu cette première version, cette deuxième, et ainsi de suite, quand le procureur a été pris la main dans le sac, en plein mensonge, puisque ça a été démontré par A plus B par l'avocat Maître Bouzrou, il a été gentiment renvoyé ailleurs, puisqu'effectivement, quand on est un procureur, et qu'on est censé représenter la loi, la justice, on doit être exemplaire. Et la famille s'est battue jusqu'au bout. Le comité a fait le nécessaire, ses amis, ils ont tenu jusqu'au bout. Ils en payent encore les frais, puisque à l'heure actuelle, encore un certain nombre de frères sont emprisonnés, tout simplement parce que la famille a décidé de tenir tête face à un système. Donc, tout dernièrement, je dirais malheureusement pour ces merdias certains de ces merdias qui ont véhiculé l'information un petit peu trop tôt, puisqu'ils n'ont pas attendu exactement la fin de la procédure du dépôt des dossiers pour affirmer que, compte tenu que la famille, donc la partie civile, n'ayant pas apporté une nouvelle expertise ou de nouveaux éléments au dossier permettant de contredire ce qui était avancé depuis le départ, donc c'est-à-dire le tissu de mensonges des différents experts qui se sont relayés sur le cas d'Adama Traoré. Maître Bouzrou, l'avocat, a attendu la dernière minute pour déposer cette dernière expertise qui a été commandée par la famille.
Et qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est affirmé dans cette dernière expertise? Il faut savoir, sans les citer, que les 4 spécialistes qui ont travaillé sur cette expertise sont des spécialistes des différents symptômes sur lesquels ont voulu se reposer la justice française pour dédouaner ou confirmer la mort d'Adama Traoré. Et ces experts, je tiens à les remercier puisqu'ils ont eu un geste humain envers la famille Traoré. Ils ont pris contact avec l'avocat. En prenant contact avec l'avocat, c'est lors de la dernière expertise commandée par la justice, ils étaient en train de lire un tissu de mensonges en tant que spécialistes. Pour eux, c'était une injure, une insulte pour leur, comment dirais-je, leur profession. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et de même, ils ont décidé de faire une contre-expertise. Je voudrais aussi rappeler que 2 des gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré, Romain Fontaine et Arnaud Gonzalez, pour ne pas les nommer, ont déposé une plainte le 30 juillet 2018 contre vous, contre le titulaire du compte Facebook La Vérité pour Adama et contre toute personne, je cite, de la famille d'Adama Traoré, de son comité de soutien. Heureusement, vous avez gagné, mais on peut tout de même en arriver là. Oui, je vous dis, depuis le début, ils essayent de faire plier la famille Traoré parce que nous avons répondu coup pour coup sur le plan médiatique. Et la famille Traoré a décidé d'être son propre média et de faire en sorte que la vérité éclate. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, ces gendarmes se sont sentis en danger à partir du moment où ils ont retrouvé sur les réseaux sociaux leur nom dévoilé. Mais la famille Traoré aurait pu faire la même chose, puisqu'on a dévoilé l'identité d'un certain nombre de membres de la famille qui ont subi des répressions, qui continuent à subir des répressions. Mais là, ces gendarmes se sont réjouis un petit peu trop vite. Et la première fois, quand ils ont déposé plainte, ça a été rejeté par la justice, puisqu'à partir du moment où on ne divulgue pas d'adresse postale, on ne divulgue pas d'adresse digitale, donc de mail, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Vous avez un nom et un prénom. Vous avez commis un crime. Vous allez devoir assumer jusqu'au bout. Et donc, effectivement, après ce rejet-là, nous avons appris que ces gendarmes étaient défendus par l'avocate de Marine Le Pen, par exemple. Donc déjà, on pointe du doigt un système qui nous fait subir des injustices. Et en plus de ça, vous êtes défendu par une représentante politique qui ne représente pas la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on se pose certaines questions, certaines interrogations sur les intérêts des uns et des autres. Donc nous, en tout cas, membres du comité Famille Traoré et toutes les autres familles de victimes, nous essayons de faire front commun. C'est pas facile, mais nous essayons de faire front commun et de faire la démonstration qu'il est possible de faire retourner la vapeur. Ça reste une petite victoire, parce que, comme le dit si souvent Assa Traoré, on a déclaré la guerre à la famille Traoré, mais ils ne se sont pas rendus compte que dans la famille Traoré, il y avait des soldats déterminés et prêts à aller jusqu'au bout. Comme vous, Geneviève Bernanos, vous faites aussi face à cette injustice avec votre fils Antonin et vous travaillez ensemble, vous luttez ensemble avec le comité Adama. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on voit ici, ce sont, au-delà des violences policières, les violences institutionnelles, et finalement la police est au service de la justice. Et ce sont bien les juges qui utilisent et qui ne donnent pas suite aux violences policières parce qu'ils en ont besoin. C'est évidemment un petit monde qui se tient les uns les autres. Pourquoi est-ce que les sans-papiers ne peuvent pas avoir justice? Ils ne sont pas des citoyens reconnus par finalement cette République et cette démocratie. Pourquoi est-ce que les populations des quartiers défavorisés n'obtiennent pas justice? Parce qu'on a pris l'habitude aussi de
faire confiance aux exactions de la police. Et finalement, pour le cas des militants syndicaux ou politiques, on applique les mêmes dispositifs. Moi, j'ai eu à lire finalement ces processus, à bien les comprendre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit tout à l'heure avec Salim, qui nous explique que les sans-papiers sont des invisibles. Ce que l'on voit avec avec Zined Redouane, une invisible morte, décédée parmi les gilets jaunes. Ce qu'on voit dans les quartiers populaires, nos invisibles qui n'obtiennent jamais justice face à la police. Ce qu'on voit dans les quartiers, chez les militants, je rappelle, et ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier, Carlos Giuliani, 2001, le G8 à Gênes, mort de la police, jamais reconnu dans l'État italien et la police italienne, jamais reconnu dans ses responsabilités. Je rappelle Rémi Fraisse, en 2014, non-lieu prononcé l'année dernière. Quand on a affaire aux forces de police dans ce pays, comme malheureusement dans bien d'autres pays, malheureusement, il n'y a pas de justice. Et cela montre bien le lien qu'il y a entre la police et la justice. Et revenons à la justice. Revenons au rouleau compresseur dans lequel on peut se trouver une fois que vos enfants ont été arrêtés, mis en garde à vue, humiliés, tabassés, blessés, vous passez ensuite dans les mains de la justice. Et là, c'est un autre rouleau compresseur qui s'abat sur vous. C'est celui que j'ai eu à vivre, moi plus particulièrement, parce que mes fils étant emprisonnés, j'ai dû m'occuper de leur défense. Et je suis tombée dans un monde, évidemment, que n'importe quel citoyen ne peut pas connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat de dépôt? Qu'est-ce que c'est qu'un juge d'application des peines? Qu'est-ce que c'est qu'un juge d'instruction? Qu'est-ce que c'est que les avocats? Qu'est-ce que c'est que toutes les procédures? On les a bien décrites ici, elles sont extrêmement complexes. Et les familles, les sans-papiers, les gilets jaunes, les familles, personne n'y comprend rien. Tant que vous n'êtes pas confronté à la justice, c'est ce que vous disiez madame, finalement, tant qu'on ne voit pas les choses de soi-même, on ne peut pas imaginer à quel point elles sont terribles et violentes. J'ai eu à me confronter, à décrypter tous ces mécanismes pour pouvoir défendre mes enfants. Donc, violence policière, dont finalement mes enfants n'ont pas été finalement les premières victimes, mais ils défendaient ceux qui les subissaient. Et par leur militantisme, ils ont été arrêtés. Et arrêtés de manière brutale. J'ai eu moi aussi à connaître les mêmes modalités d'arrestation de mon fils pour sa deuxième incarcération, c'est-à-dire une porte défoncée à 6h du matin avec 20 policiers chez moi pour arrêter mon fils. Alors que vous savez, un coup de téléphone du juge, une lettre recommandée, ce sont les deniers publics, ce sont nos impôts, ça coûte bien moins cher que de faire venir 20 personnes et de défoncer une porte, mais c'est le sucre d'orge que la justice accepte de donner à la police parce que c'est un juge, c'est un magistrat qui préconise ce mode d'action, ce n'est pas les policiers autorise qui... la perquisition. Exactement. C'est difficile dans certains cas bien plus graves d'obtenir... Et je rappelle que je pense aux lycéens parce qu'évidemment c'est extrêmement touchant, ce sont nos enfants, ce sont des enfants et on les éduque pour porter leurs idées, pour défendre, s'éduquer, regarder le monde avec un autre regard. On ne les éduque pas pour qu'ils soient humiliés et envoyés en garde à vue. Je pense aux lycéens du lycée d'Ivry, des gamins qui ont tagué Macron démission. 36 heures de garde à vue, des perquisitions chez leurs parents à 6 heures du matin. On est devenus fous. On est devenus fous. Donc on voit bien que malheureusement, ce qui arrivait aux invisibles, et finalement, personne n'en parlait parce que finalement, vous n'êtes pas tout à fait dans la République. Ce qui arrivait aux invisibles des quartiers populaires parce que finalement, les médias n'en parlaient pas et que chacun se débrouillait. Ce qui arrivait finalement à quelques militants politiques, mais après tout, bien fait pour eux, ils savent à quoi ils s'engagent. Et avec toujours ce discours... ce sont des délinquants, ce sont des black blocs. Ici, ce sont des délinquants. Ils sont tous connus défavorablement des services de police. Ici, vous n'êtes pas en règle, vous n'avez rien à faire dans notre pays. Donc, on décrédibilise systématiquement les personnes qui sont face à ces violences policières. On a un problème aujourd'hui avec les gilets jaunes parce que ce sont finalement des femmes
pauvres, ce sont des personnes âgées sans ressources, ce sont des postiers, ce sont des ouvriers, c'est finalement tout le monde. La zone grise commence à être drôlement importante. Et effectivement, on peut en conclure qu'il y a tellement finalement de personnes à réprimer que la police est là pour simplement défendre les intérêts des puissants et de ceux qui nous gouvernent et de l'État, et certainement pas ceux de la police. Pour revenir à la justice, on oublie toujours de dire à quel point la justice est à la tête, est à la manette de ce dispositif qui est mis en place. Les policiers qui viennent mettre en garde à vue des enfants en les arrêtant à leur domicile, en défonçant des portes à 6 heures du matin au lieu de sonner, tout simplement, et de se présenter. C'est les juges qui donnent les instructions. Ils ont donc une responsabilité immense. Ce sont les juges qui remplissent les prisons. Ce sont eux qui décident de mettre en détention provisoire ou pas. Il m'a fallu comprendre tout ce dispositif et pouvoir me débattre et me battre dans ce dispositif que je n'aurais jamais eu à connaître. Et effectivement, j'étais très loin d'imaginer le machiavélisme en fait, du dispositif et des liens qu'il existe dans ces institutions violentes. Dernier sujet, il manque un maillon à ma logique, police, justice et prison. Et là aussi, la prison est remplie des gens des quartiers populaires et remplie de migrants dans les centres de rétention administratifs, peu de militants, mais nous avons eu à connaître la prison. Et donc aujourd'hui, des gilets jaunes, malheureusement, qui sont aussi envoyés en prison. Et là aussi, c'est un autre débat. J'ai eu à connaître cette expérience et ce qui a conforté mon militantisme en tant que mère, en tant que femme, parce que devant les prisons, ce sont les femmes qui sont présentes. Merci. On passe tout de suite avec Ardal qui a recueilli justement le témoignage d'un jeune, Ayane, qui a été touché par un tir. Tout à fait, voilà. Donc, il s'appelle Ayane, il a 20 ans. Il est originaire des Fraissinet à Agnières-sur-Seine et il a perdu son œil gauche en 2017 suite à un tir de flashball. Et il attend toujours que justice soit faite. Donc écoutons-le. Je m'appelle Ayane, j'ai 20 ans, j'habite à Agnières. Et en décembre 2017, je me suis fait tirer dessus au flashball. J'ai reçu dans l'œil gauche là. Maintenant, je vois plus. Et il y avait des émeutes au Fraissinet là. Et en fait, je suis passé sur la place derrière là-bas. Et au moment où je suis passé, j'étais un peu loin, mais j'ai reçu un flashball, je me suis fait tirer dessus. Ouais, il y avait beaucoup de tirs, tout ça, ça tirait partout. Voilà, j'en ai reçu un dans l'œil. Ouais, c'était le soir, il devait être vers 22h. Ouais, ils tiraient au hasard un peu partout, et voilà, je m'en suis reçu dans l'œil. Ça a été quoi la réaction de ta famille quand ils ont appris ça? Pourquoi ils ont vu Ouais, ils étaient choqués, ils étaient mal. Ils étaient sous le choc. Tu as déposé une plainte après ça envers Ouais, à l'IGPN. Tu as été longtemps après les faits? Non, dès que je suis sorti de l'hôpital, je suis parti directement. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça en est? Quelle situation ça dépose plainte? Il n'y a toujours rien. Toujours, ils nous disent que c'est en enquête. Ouais, mais après, dans tous les cas, ils ne seront jamais condamnés. C'est la justice. Enfin, ils vont pas... La preuve pour moi, t'as vu? Parce que sinon, il y aurait déjà eu, ça aurait déjà avancé, tout ça. Ça fait déjà un an et demi, il n'y a toujours rien. Ouais, voilà, j'aimerais juste que justice soit faite pour mon cas, pour ce qui s'est passé, parce que ça fait déjà longtemps et voilà. Donc depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes connaissent à leur tour cette violence. Je propose d'écouter Antonio Barbetta, gilet jaune de 40 ans. Il a été grièvement blessé au pied le 24 novembre sur les Champs-Élysées. Écoutez-le. Bonjour à tous, donc pour ceux qui me connaissent, donc moi c'est Antonio, malheureusement blessé lors de l'acte 2 le 24 novembre donc sur les Champs-Élysées. J'ai reçu une grenade d'IF4 dans mon pied qui est malheureusement venue s'incruster donc dans le pied. Résultat, on est au mois de mars et c'est toujours pas fini, enfin c'est la galère plus que la galère. Malheureusement je peux pas être présent sur le plateau, mais c'est tout simplement pour vous alerter aujourd'hui sur la situation sur les blessés. Concrètement, pour certains blessés, et pas mal quand même, je dirais, la situation devient dramatique. On est abandonné, on est clairement abandonné. C'est-à-dire que on est nous, aujourd'hui avec notre combat quotidien, nos souffrances,
et sans recevoir aucune aide. Alors je ne parle pas que de l'aspect financier, même si je ne vous le cache pas que c'est super important. Prenons l'exemple de moi-même qui, malheureusement, depuis le 24 novembre, suis de nouveau sans emploi, avec comme seul revenu donc, mes indemnités journalières de la sécurité sociale, qui va chercher aux alentours de 700 € par mois. Juste pour précision, mon loyer est de 600 €, donc je vous laisse faire calcul. Hein. J'ai le gaz de ville comme tout le monde, j'ai l'électricité, j'ai Internet, j'ai l'assurance de la voiture, j'ai l'essence. Donc c'est impossible qu'on s'en sorte. Il y a un point aussi très important, c'est au niveau justice. Pourquoi je vous parle de la justice? C'est tout simplement pour des blessés comme moi-même ou d'autres blessés qui avons porté plainte auprès de l'IJPN, mais également administrativement parlant, déjà depuis plus de 4 mois, il ne se passe rien. Enfin, moi, perso, je me suis fait convoquer une fois pour donc déposer une plainte à l'IJPN. La deuxième fois, ils m'ont rappelé pour me faire voir des vidéos pensant qu'ils m'avaient retrouvé, or c'était absolument pas moi. Certaines personnes, comme par exemple Jérôme Rodriguez, ou comme par hasard, les caméras ne fonctionnaient pas, ou également le petit Franck pour le même topo. Donc il y a vraiment un gros problème. Quand je vois que dans les manifestations, on est capable d'interpeller des manifestants, les juger en comparution immédiate et ensuite les condamner à de la prison ferme, il y a vraiment un gros problème quelque part niveau justice en France. N'oublions pas également aussi l'aspect psychologique qui est très très important. Il est compliqué, ayant des blessures telles que perdre un œil ou une main ou un pied, de faire face à tout ce qui peut arriver chaque jour. Voilà. En tout cas, il faut bien que le gouvernement soit conscient d'une chose, c'est que malgré nos blessures, malgré nos vies qui ont été détruites, malgré notre souffrance quotidienne, rien ne nous fera abandonner, rien ne nous fera lâcher et on le fait parce que voilà, on en a marre de survivre, qu'on veut vivre et que en tant que papa et aussi pour nos enfants à nous, il est hors de question, mais clairement hors de question de laisser les choses se décanter dans ce sens-là. En tout cas, on se battra et on ira jusqu'au bout, ça faut que vous le sachiez. Vous pouvez le soutenir en allant sur sa cagnotte sur le site Le Pot Commun. Guillaume Griff, vous qui recueillez... qui fait de la veille sur les violences policières, je vous voyais réagir sur cette vidéo. Oui, déjà, je viens de Mantes-la-Jolie, donc je n'ai pas été convié en raison de mon origine, mais effectivement, je peux témoigner de l'évolution des répressions policières vis-à-vis des mouvements lycéens. À mon époque, on mettait à disposition des trains pour qu'on puisse aller librement manifester, exercer notre droit civique et citoyen de s'exprimer. Aujourd'hui, effectivement, cette répression s'applique sur ordre et effectivement, la violence policière n'est que l'expression de la violence institutionnelle et politique. Et vous l'avez largement souligné, celle de la justice qui est non moins violente que celle politique. Donc c'est uniquement des décisions politiques et c'est une violence de caste puisqu'on peut s'apercevoir, on nous brandit toujours notre évolution avec les droits de l'homme que nous avons conquis, mais si on regarde l'histoire, tous les 20 ans, on est en révolution. Uniquement au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales et nos acquis, nous les avons acquis après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons été en révolution en 61, en 68 et tous les 20 ans avons été spoliés et violentés. Par rapport à la lutte et à la pugnacité, on sait, parce que là on parle d'affaires en cours, mais il faut quand même relever et parler de l'affaire d'Amin Bentounsi et sa sœur Amal qui a été pugnace, qui n'a pas lâché l'affaire, c'est le cas de le dire. Elle a réussi à faire condamner. Alors, même si la peine est symbolique, il y a eu une condamnation. Donc voilà, même si ce policier qui est Damien Saboudjian ne fera pas de prison, mais il y a une peine. Et lorsqu'on répond à une injustice par une peine, c'est une manière aussi de réparer. Voilà, je tenais juste à le rappeler quand même. Oui. Alors, je donne la parole à Lawal qui n'a pas encore parlé. C'est assez choquant que vous soyez choqués, parce que c'est ce que nous, on voit tous les jours, quoi. C'est quand les mamans ils disent à leurs enfants, faites attention quand vous sortez, etc. Et que les enfants ils sont choqués d'entendre ça. Nous, on entend ça depuis petit. Mes grands frères, ils me disent, quand tu te fais contrôler, réponds pas, parce qu'ils vont te provoquer. Ils me préviennent. Ils me disent, ils vont te provoquer, ils vont faire en sorte que tu répondes pour pouvoir agir. Donc, ils me préviennent. Et, comment dire, c'est-à-dire que c'est choquant à un tel point où même un policier lui-même, il finit par dire que la justice n'existe pas. Lors d'un contrôle, j'étais avec mon ami, on se faisait contrôler. Et mon ami, il a demandé, il a dit,
On n'a pas le droit d'avoir des couteaux sur soi, etc. C'est vrai, oui, d'accord. Mais admettons qu'une femme, maintenant, elle se fait violer. Et qu'elle n'a rien pour se défendre parce qu'une femme, c'est faible, etc. Et qu'elle va porter plainte. Comment ça se passe? Le policier, il a dit, elle appelle la police. On a dit, mais le temps d'un viol, la police, elle n'a pas le temps d'arriver. Les questions qu'ils vont poser, etc., le temps d'agir, tout est déjà fait, en fait. Tout est déjà fini. Il n'y a plus rien. Il a dit, elle va porter plainte. On a dit, et si elle porte plainte, il va se passer quelque chose. Il a dit, on va certes prendre sa plainte, mais il ne va rien se passer. Suite à quoi, il a dit que la justice n'existe pas, quoi. Et il nous a fait comprendre indirectement qu'il fallait faire justice soi-même. Mais on les voit dans les vidéos, on les voit dans les images. Lorsqu'on fait justice soi-même, ça retombe sur nous. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis pour dire que 0,1% des viols sont condamnés en justice. Exactement. Donc on a clairement parlé de ce cas-là, c'est explicite. Un policier lui-même a dit qu'il n'y avait pas de justice. Donc la question elle revient à se poser, est-ce que les policiers sont réellement là pour nous protéger? Est-ce qu'ils sont réellement là pour nous protéger ou ils sont juste là pour obéir à des ordres? Des ordres qui sont mis en place par des personnes qui n'ont jamais été face à ces situations-là. C'est comme donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. C'est sûr qu'il va causer beaucoup de dégâts. Donc on donne le pouvoir à des personnes qui n'ont jamais été victimes de répression. On donne le pouvoir à des personnes qui n'ont jamais souffert, en fait. Donc ils mettent des lois, ils instaurent des règles, etc., qui ne les concernent même pas. Ils ne connaissent pas la gravité de ces règles-là. Qu'on autorise les tirs de flashball dans les cités, etc. Demandez-leur, est-ce que l'un d'entre eux a déjà reçu un tir de flashball? Demandez-leur, est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est des décisions qu'ils prennent vraiment à la légère ou c'est en connaissance de cause? La réponse, on l'a déjà. Parce qu'on voit la gravité de leurs règles, de leurs lois, on se demande est-ce que ces gens-là, ils sont humains? Est-ce qu'on vit dans la même planète? Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment deux mondes différents. Il y a le monde des banlieues, les quartiers populaires, et il y a l'autre monde. C'est vraiment deux côtés. Comment faire pour lutter contre ces violences? C'est notre dernière partie. Nous avons repris le terme du comité Adama, l'appel à la révolte. Alors, comment lutter ensemble contre ces violences? Le 16 mars dernier, c'était la marche des solidarités. On vous y a tous croisés. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire? Oui, la marche des solidarités, nous, le collectif Ringis, on y a, lors d'une conférence de presse, vivement appelé à la rejoindre. En tant que Gilets jaunes, on a appelé à rejoindre la marche des solidarités. Pourquoi? Parce que justement, on est tous concernés par les violences policières, par le racisme d'État, etc. Tout à l'heure, on parlait de justice, mais j'ai envie de dire, la justice, elle est aussi institutionnelle. Quand on voit comment est traitée l'affaire Benalla et comment est traité Monsieur Détinger, je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. On est dans une justice de classe, on est dans une lutte de classe. Tout ce qu'on fait là en ce moment, c'est pour justement exprimer qu'on n'est pas traité de la même façon que l'on soit en fait d'une classe populaire, banlieusarde, rurale, etc., ou que l'on vienne d'une classe bourgeoise ou membre du gouvernement, etc. Benalla, il a quand même usurpé une identité, il a usurpé une profession, il a mis un brassard de police et il a tabassé des gens et lui, il a rien. Il se promène avec des passeports diplomatiques, etc., il se balade partout. Donc voilà, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Et ça, c'est quelque chose qu'on est là, on le voit, on est dedans, on est en direct et on le vit pleinement et c'est une injustice. Et c'est ça qu'on combat, même en tant que Gilets jaunes. Et je pense que c'est ça, en fait, là, ce que je vois entre les mamans, entre nous, Gilets jaunes, entre les personnes militantes. Moi, j'ai fait des grèves, donc je sais ce que c'est que la répression policière aussi dans les manifestations syndicales. Il y en a de partout, mais c'est une répression aussi de classe et c'est pour ça en fait que tous ensemble, il faut qu'on arrive à casser les barrières, les petites barrières qui nous empêchent de marcher ensemble. Et la marche des solidarités, la marche pour le climat se sont rejoints à un moment donné et c'est ça qui était important de souligner. Surtout pour nous, c'était vraiment quelque chose c'était quelque chose de primordial en fait qu'on arrive à cette convergence.
un mot très rapide parce qu'on va devoir terminer après. Je voulais tout simplement souligner l'indifférence en fait des politiciens en revenant sur l'intervention de notamment Ségolène Royal, sans citer les autres, face à l'injustice et l'humiliation subie par les 150 lycéens qui ont été agenouillés main sur la tête, disant vous savez, ça va leur faire un petit souvenir. Écoutez, je ne pense pas qu'ils soient partis en vacances, nos enfants. J'aimerais bien, Ségolène Royal l'a croisée, comme a souligné monsieur tout à l'heure, qu'elle voit son enfant agenouillé, ça va dire aux policiers, vous avez bien fait, ça va leur faire un petit souvenir. Franchement, sincèrement, c'est navrant. D'où l'injustice. Tout le monde est complice, malheureusement. L'État, les politiciens, tout le monde est complice. On est tous réprimés par les mêmes personnes, en fin de compte, par des représentants qui se disent nos représentants, que ce soit Ségolène Royal, Castaner, Macron, etc. En fait, on est là tous pour la même chose. On n'accepte pas cette violence policière et on est là tous ensemble, qu'on soit orange, vert, jaune, violet. On est là, on a le même objectif, en fin de compte. Je voudrais passer la parole à Pascal Clausel qui nous a rejoint. Pascal, tu as 18 ans, tu es street medic, tu as pris ton attirail et tu viens en aide aux personnes qui sont blessées. Tu vois des choses, je te laisse t'exprimer pour dire qu'est-ce que tu ressens face à toutes ces violences que tu vois tous les week-ends. Bien, bonjour à tous. J'ai commencé à être gilet jaune, je suis venu à l'acte 3 et je suis devenu médic suite à toutes les violences que j'ai vues. Il faut savoir que c'était ma première manifestation et évidemment l'acte 3 c'était l'un des actes les plus violents et j'étais extrêmement choqué. Donc ce qui m'a poussé à vraiment de devenir médic, c'est justement de pouvoir soigner les blessés. Il y avait... montrer ton matériel, pas bien touché. Il y avait à l'époque énormément de blessés et très peu de médics. Et moi, il faut savoir que j'étais venu avec une petite trousse de secours. Je pouvais absolument rien faire et c'était vraiment une catastrophe, d'autant plus que j'en ai les capacités. Et donc, je me suis lancé au fur et à mesure des actes. Donc là, je suis venu avec le matériel qui est, on va dire, indispensable dès l'acte 3, qui m'a paru assez indispensable. Donc on peut voir des lunettes... Je voudrais rappeler matériel qui a été confisqué par certains street medics qui ont été en garde à vue par la police, puisque ça peut être considéré comme une arme par destination. Je vous laisse voir. Exactement, d'autant plus que ce qui est le plus saisi en général, c'est des masques, donc des masques à cartouches. Ça, c'est j'ai un collègue qui s'est fait confisquer par 3 fois, enfin confisquer, voler, parce qu'il faut savoir que quand on se fait saisir un objet, il faut qu'il y ait obligatoirement un procès-verbal. Il faut le demander pour pouvoir qu'il y ait une restitution d'objet, sinon c'est du vol. Et donc on peut dire que lui, il s'est fait littéralement voler 3 fois de suite son masque et cartouche. Moi, j'ai eu entre guillemets la chance d'être passé au travers des mailles des filets. Le plus de fois que je me suis fait contrôler, c'est 3 fois de suite dans la journée, mais il faut savoir que c'est absolument dérisoire parce que j'ai eu des remontées des collègues et j'ai une collègue en particulier qui s'est fait contrôler 17 fois dans la même journée. Donc voilà. Merci Pascal, on essaye de terminer très vite. Je voyais Cédric qui voulait réagir. Que feraient les gilets jaunes sans les street medics ? Oui, que ferait-on sans les street medics ? Pas grand-chose en fait. Je pense surtout aux blessés. Je crois que Marie-Laure a bien témoigné tout à l'heure de ce qui lui est arrivé. Heureusement qu'ils sont là pour nous prendre en charge. Alors pas seulement en fait au plan médical, c'est que le fait d'avoir des street medics autour d'un blessé, ça lui évite de subir la charge derrière des forces de police. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que en fait, ce qu'on commence tous à comprendre, c'est qu'on est dans une guerre de classe. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à combattre cette classe. Hein, on parlait de déni de justice. Alors, il y a déni de justice, mais ça arrive au bout du bout, en fait, à un déni d'existence. On déniait l'existence donc des jeunes des quartiers qui subissaient cette violence depuis longtemps. Là, elle se fait jour, en fait, parce que nous, les classes moyennes, en fin de compte, les gilets jaunes, c'est ça qu'on représente, c'est les classes moyennes. Les classes moyennes subissent maintenant aussi la justice
sociale que subissent depuis des années les quartiers. Il faut vraiment qu'on arrive à faire une jonction en fait entre les classes populaires et les classes moyennes pour arriver à avoir une vraie force pour combattre en fait les valets de l'oligarchie, puisque c'est bien eux dont il s'agit et dont on dérange véritablement les habitudes en allant manifester dans les quartiers dits riches. Merci Almani Kanouté. Vous, le comité Adama, vous êtes présent lors des manifestations des Gilets jaunes. Comment vous faites pour organiser, on parle de convergence des luttes, peut-être un mot peu à la mode? On parle d'alliance. On parle d'alliance puisque on se base sur du concret, sur des relations saines entre militants, entre organisations. Et il s'avère que dès le départ, des camarades qui ont pris position lors des différentes mobilisations, différents rendez-vous donnés par le comité Adama en soutien à la famille Traoré, étaient déjà présents bien avant les révoltes des Gilets jaunes. Donc naturellement, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de calcul, on s'est dit on y va pas. Il y a eu effectivement des interrogations dès le départ, puisqu'on a eu toute une série de diffusions d'actes négrophobes, islamophobes, homophobes. Effectivement, ça interroge. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on doit céder la place à des groupuscules qui ne représentent pas la France? Donc on a toute notre place quand il s'agit d'une révolte sociale. Et les révoltes, j'ai envie de dire, effectivement, même sur la question des Gilets jaunes, nous, habitants de quartiers populaires, nous le sommes depuis notre naissance. Vous voyez ce que je veux dire? On est révoltés depuis notre naissance. Et 2005 a été, malheureusement, après la mort de Zied Bouna, paix à leur âme, une démonstration de ce que pourrait être une révolte nationale, en partie. Là, les Gilets jaunes dévoilent encore une autre forme de révolte. Alors effectivement, le gouvernement ne peut être que sur ses gardes quand elle cherche effectivement à éviter qu'il y ait une alliance concrète. Et ça va, on va y arriver, ça c'est sûr. C'est une question de temps, il n'y a pas de problème. On est patient. Voilà, Assa le souligne régulièrement. Habitants de banlieue, nous n'avons pas besoin de nous mobiliser pour être éborgnés, pour manger des coups, pour être humiliés et pour être tués, tout simplement. Et le média, là, je ne sais pas si je vais vous donner deux affaires qui vont vous intéresser, mais la semaine dernière, une jeune fille de 20 ans, originaire de Besançon, s'est fait gifler, gazer par des officiers de police sur un simple contrôle. Un simple contrôle. Elle a voulu porter plainte, on a refusé son dépôt de plainte, elle a dû passer par l'IGPN, finalement ils ont accepté, mais un simple contrôle. Et elle-même reconnaît, c'est rare que je me fasse contrôler, mais là elle s'est fait humilier et elle compte aller jusqu'au bout. Et cette semaine encore, Mantes-la-Jolie, un jeune s'est fait taser dans ce hall et ça a été filmé. Et là quand on voit ce genre de scène, on ne peut être que révolté. Donc j'ai pas envie de parler de cellules dormantes, mais le jour où ça va vraiment éclater, parce que ce qui se passe avec les Gilets jaunes, je ne veux pas minimiser, je trouve qu'ils sont gentils par rapport à la violence que nous subissons tous ensemble. Même ce qui se passe des fois en termes de révolte dans nos quartiers, c'est encore gentil. Et on ne souhaite pas que la vapeur se retourne. On espère qu'en face, ils vont prendre conscience très rapidement qu'ils sont en train de provoquer quelque chose qu'ils ne vont pas assumer. Et d'ailleurs, on le voit avec les Gilets jaunes. À partir du moment où une action, démobilisation, n'a ni queue ni tête, ils sont déstabilisés. Et on arrive à ça, c'est-à-dire à multiplier des actions de désobéissance civile. Et c'est à ça qu'on doit arriver, tous ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de demander l'autorisation à son propre bourreau pour exprimer ou affirmer sa colère face à des injustices et des inégalités. Et le comité Adama, effectivement, a vu le jour après un événement tragique, la mort d'Adama Traoré. On est devenu avant-gardiste, mais on fait en sorte de ne pas se disperser. C'est-à-dire on reste concentré sur une affaire qui est en cours. Nous sommes énormément sollicités de toute la France, même sur le plan international. Et on essaie de contribuer au mieux
à ce que les différentes organisations puissent se retrouver autour de la table. C'est ce qui se fait actuellement aussi avec les zones rurales, voilà, qui subissent aussi une forme d'injustice et d'inégalité. Et c'est à ça qu'on doit arriver, c'est à ça qu'on doit aboutir. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'entends les petits frères, les jeunes des quartiers qui préfèrent rester au quartier, je suis d'accord avec eux. Quand le comité appelle les quartiers populaires, c'est pas nos jeunes qu'on appelle. C'est les adultes responsables, les personnes qui sont déjà engagées au quotidien et qui n'attendent pas à ce qu'il y ait des étincelles pour agir. C'est-à-dire qu'on agit régulièrement, quotidiennement, mais là, c'est qu'on doit multiplier les opportunités, les actions, les mutualiser et faire en sorte que tout ce mouvement devienne un bloc, mais un bloc à plusieurs têtes, parce que nous le savons, l'histoire nous le prouve. À partir du moment où il y a une tête, on fait une fixette sur cette tête, on lui coupe, et c'est terminé. Et là, il n'arrive pas à mettre la main sur ce qui est en train de se passer. Et moi, j'encourage toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Les formes d'action vont changer, parce que tout le monde reste focalisé sur les samedis. Il y a des réflexions en ce moment pour des actions communes, des opérations communes. Ils vont avoir mal à la tête, je ne sais pas s'ils vont dévaliser toutes les pharmacies, mais ils vont avoir très mal à la tête, parce qu'on n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Et garder la tête haute et déterminé de manière à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire que justice, et que ceux qui prétendent nous représenter démissionnent par eux-mêmes. Moi, je leur conseille de démissionner, parce que ce qui va se passer, ils ne pourront pas l'arrêter. Donc, à nous de faire le nécessaire, de manière à ce que la machine qui est lancée bouscule tout ce qui a bousculé, en tout cas tout ce qui est néfaste pour nous, citoyens, parce que c'est nous qui subissons les premières violences depuis un certain nombre d'années, et on dit stop aujourd'hui. On dit stop, on continuera à dire stop. Citoyens que nous sommes, dans leur diversité la plus large, on dit stop. Merci à tous, ce sera le mot de la fin, parce qu'on n'a plus le temps. En tout cas, la solidarité dans les quartiers existe, la solidarité entre les Gilets jaunes existe, entre les sans-papiers existe, entre les femmes existe, et aujourd'hui, on a pu démontrer qu'entre vous tous, elle existait aussi. Merci beaucoup Adrien et Arnold qui m'ont aidé à préparer cette émission, et à vous tous. Et nous allons dédier cette émission à toutes les victimes de violences policières. Merci.